si demain tu peux présenter ton pitch à un enfant et qui comprend ton pitch, bah c'est que ton pitch il est clair, il est simple. Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Ehanga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine, dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. Que vous souhaitiez intégrer un incubateur, convaincre des investisseurs ou tout simplement réseauter, le pitch est une étape incontournable pour tout porteur de projet. Cet exercice souvent appréhendé ouvre, s'il est bien fait, de nombreuses portes aux créateurs d'entreprises. Cela a été le cas pour mon invité qui a su vendre son projet en quelques minutes et convaincre ses partenaires de le suivre. Avec lui, nous allons voir comment un pitch réussi peut tout changer et accélérer le décollage de votre projet. Bonjour Aurélien Barroa. Bonjour. Tu es le fondateur de Ball & Connect, une start-up dans l'univers du sport tech. Tu nous accueilles aujourd'hui à Station F où tu as tes bureaux. C'est exactement ça. Merci. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me pitcher Ball & Connect ? Très simplement, Ball & Connect, c'est l'application mobile basketball qui permettra de fédérer l'ensemble de la communauté basketball en France et potentiellement à l'international autour de 3 points cruciaux, la communauté, le jeu et la progression. Ok. Et tu as commencé ce projet il y a combien de temps ? On va partir de l'idée. L'idée, c'est une idée qui a germé au fur et à mesure de mes années basketball. Voilà, donc moi, parce qu'il faut dire aussi que tu es un joueur semi-professionnel de plus basket. Maintenant, je joue plus au basket, donc. Mais tu l'as été. J'ai joué au basket à un bon niveau, donc voilà. Il est modeste. Non. Mais en fait, du coup, voilà, c'est au fur et à mesure. En fait, pour la petite histoire, j'ai joué à Bordeaux. Mm-hmm. Et en fait, à Bordeaux, les sports un peu de prédilection, c'était le rugby et le foot. Donc, il y avait pas forcément d'événements l'été. Pour les joueurs de basket. Donc avec un ami, on a créé un tournoi de basket et donc c'est vrai que la création de ce tournoi où on a vraiment développé le basket à Bordeaux m'a donné envie de créer quelque chose d'un peu plus grand et qui réponde vraiment à toute la communauté basketball. On va revenir sur la genèse du projet, enfin de la startup Ball & Connect. Mais juste avant, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre. Est-ce que tu as toujours eu avant le tournoi à Bordeaux, est-ce que tu avais déjà l'idée d'entreprendre ? Non, ça c'est pas venu. Je trouve que c'est plutôt venu naturellement, mais sans une réelle envie d'entreprendre au sens propre. Parce que t'es passé par le monde du salariat aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et, j'avais envie déjà de pouvoir être autonome. C'était plus une raison d'être. Donc liberté, c'est ça. Une certaine liberté, c'est quand même un leitmotiv dans mon existence. Et donc clairement, c'est aussi l'envie aussi de faire des choses qui me plaisent. Et c'est aussi ça qui me motive au quotidien. Aujourd'hui, on va parler du pitch et comment faire un pitch efficace et convaincant. Je pense que ça a été l'un des facteurs de succès de Ball & Connect, en tout cas au début avec la transformation de l'idée au projet. Mais juste avant ça, chaque semaine, en fait, je demande à mon invité de nous donner sa vision de l'entrepreneuriat en 3 mots. Pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire, l'entrepreneuriat, Aurélien ? Écoute, moi, ça m'inspire le rêve. Donc, je pense que c'est le premier mot. Il faut vient à l'esprit. Voilà, je pense qu'il faut rêver. Faut pas avoir peur de rêver. La détermination aussi et le partage. Rêve, détermination et partage. Ouais. C'est un peu ce qui est à l'origine de Ball & Connect. C'était un rêve à la base. Ouais, c'était un rêve, c'est-à-dire de vraiment fédérer cette communauté. Il s'est développé notamment avec le premier tournoi qu'on a fait, qui a plutôt bien fonctionné. Et après, l'envie de créer quelque chose qui fédère encore beaucoup plus la communauté au sens large, basketball.
Et voilà d'où l'idée de Ball & Connect. Pour revenir au sujet, tu as pitché quand? Enfin, donc tu m'as dit que l'idée était venue à l'issue de ce tournoi de basket, Bang on Your Chest. Je pense que c'était le nom du tournoi à Bordeaux. Comment tu passes de Bordeaux à Paris? Quelles ont été les étapes et à quel moment tu te dis j'ai Ball & Connect, je vais pitcher? Alors voilà, donc j'ai aussi joué du coup à Nantes entre temps. Et en fait donc j'étais là on est en quelle année? Il y a 4 ans. D'accord. Il y a 4 ans, donc en voilà, 2017. Ouais, entre 2015 et 2017. Et en fait j'arrive justement en 2014-2015 et en fait je me rends compte que du coup avant d'aller dans mon club, je vais sur des playgrounds et j'arrive à me retrouver tout seul. Et c'est là qu'en fait l'idée. Et c'est rare ça, enfin c'est souvent en fait. C'est souvent, enfin c'est ça arrive à tout le monde en fait. Ça arrive à tout le monde, ouais. Okay. Je me rends compte maintenant que ça arrive à beaucoup de monde, vu que voilà on arrive à quand même fédérer une communauté qui. Mais ça c'est pas dans tous les sports. Est-ce que genre, enfin si j'ai envie de jouer au foot, enfin si je vais sur un terrain, en général il y a personne. Le foot c'est beaucoup plus démocratisé, donc voilà en bas des quartiers, voilà tu vois souvent des gens qui jouent au foot. Le basket ça se développe de plus en plus, mais c'est vrai que en tout cas pour connecter la communauté il n'y a pas d'outils qui permettent de connecter la communauté. Et donc en fait c'est là que vient l'idée. Après comme j'étais aussi dans le salariat, je laisse ça un peu de côté. Mais voilà. Mais t'avais toujours ce truc, enfin t'avais repéré en tout cas ce besoin. J'avais repéré ce besoin. Et c'est en venant justement, donc en trouvant un club sur Paris, donc à Gennevilliers, et donc en m'installant sur Paris, que je me rends compte que même dans la plus grande ville de France, on arrive aussi à se retrouver seul sur des terrains de basket. Et donc du coup. Je sais pas si j'ai dû dire le mot entrepreneuriat, mais Facebook m'a bien ciblé. Et en fait, m'a proposé un concours de start-up. Parce que tu avais commencé à faire des recherches? Non, j'avais pas fait de recherche. D'accord, donc le hasard a fait que sous tes yeux, voilà, tu as eu... Je tombe sur un concours. Et donc, alors un concours, juste pour expliquer rapidement, c'est une start-up week-end. D'accord. Alors pour t'expliquer, en gros, c'est tout simplement, il y a des porteurs de projets. Donc là, il y avait à peu près 250 projets qui avaient postulé. Waouh. Et en gros, tu postules et en fait, ils t'appellent si tu fais partie des finalistes. Donc c'est ce qui m'est arrivé, j'avais même pas vu mes mails passer, donc ils m'ont harcelé pour que je puisse venir. Donc alors, beaucoup de chance, hein. Attends, parce que tu vois l'annonce, ok, tu vois le concours, mais il faut postuler, il faut quand même faire genre une lettre de motivation, j'imagine, apporter quelques éléments. Voilà, c'est ça. C'est pas une lettre de motivation, mais c'est une sorte de synthétisation du projet, donc avec des éléments clés, la cible, le marché, la proposition de valeur, des choses un peu concrètes pour voir que clairement, comme c'est porteur de projet, c'est-à-dire que t'es pas au stade de création, bien sûr, mais que t'as quand même réfléchi, voilà, t'es quand même un peu réfléchi au projet et à ce que tu veux en faire tout simplement. Et donc du coup sur le week-end même où tu vois ça, enfin j'imagine que c'était un week-end mais ça se trouve c'était même en pleine semaine, tu te dis je vais préparer ça, enfin t'as réfléchi, t'as cogité ou ça avait déjà commencé à mûrir la proposition de valeur? Alors j'ai postulé directement parce que je savais que sinon si je repoussais j'allais jamais le faire. Procrastination, voilà, anti-procrastination. Et donc du coup il me rappelle la semaine d'après pour me dire que voilà c'était direct le week-end. Et donc, comme le week-end était libre, j'ai dit, ok, je vais venir. Mais j'étais pas forcément... t'étais pas à fond dedans. Toi, t'y as été juste par curiosité pour voir comment ça se passe. Comment ça se passait. Ok. Et donc, du coup... Et à la clé, il y avait quoi à la clé de ce concours? Alors, du coup, comment ça se passe? On arrive... donc, il y a les 20 porteurs de projets et t'as 60 personnes qui t'accompagnent. Donc, c'est-à-dire des gens comme toi et moi qui peuvent aider un projet. Donc, si t'as une affinité donc avec le projet... tu peux aider le porteur de projet donc sur toute la durée du week-end. Ok. En fait, on constitue au début les équipes, donc tu pitches devant ces 70 personnes. Tu pitches devant eux, donc ton projet.
Donc au début c'était un peu balbutiant. Et en fait, en fonction de leurs affinités, eux ils choisissent avec quel porteur de projet ils vont travailler pendant toute la Startup Weekend. Donc pendant 48 heures, tu bosses sur avec ton projet avec une mini équipe du coup. Voilà, avec une mini équipe. Ouais. Donc pour la petite anecdote, mon projet n'a pas forcément fait succès. Donc on n'était que 2. J'avais un étudiant, un BTS qui lui avait ça, la même problématique dans son quartier. Et voilà, il faisait du basket, mais tout le monde jouait au foot dans son quartier. Donc lui, ça le tenait à cœur aussi de développer ce projet. Et donc du coup, en fait, le lendemain, donc ça c'est une anecdote que je le raconte, c'est qu'en gros, il y a donc Anourette, qui est mon associé maintenant, qui devait être dans un autre projet. En fait, ils lui ont dit, voilà, on peut pas te mettre dans ton autre projet parce qu'il y a déjà trop de monde, ils étaient déjà 7. Ils ont dit, choisis un autre projet. Il a dit, le basket, ça m'intéresse, donc je me mets avec lui. Donc, donc c'est comme ça que tu as rencontré ton associé, voilà. La personne qui est aujourd'hui ton associé. Le deuxième jour de la Startup Weekend. Il est même pas venu le premier jour, lui, il est arrivé le deuxième jour. Ah ouais, c'était vraiment l'alignement des planètes. Voilà, exactement ça. Ok. Et je sais pas si on a dit le nom du concours, c'était Startup Banlieue. Startup Banlieue. Ok. Startup Banlieue. Et donc ça t'a permis de parler de ton projet à d'autres personnes et de rencontrer mon associé. C'est exactement énorme. Ouais. Et comment t'as travaillé ton pitch? Alors du coup, pendant la Startup Weekend, donc il y a les étapes clés de comment créer un projet qui te donne des étapes clés. Après, c'est un peu dans ma formation. J'ai fait une formation en marketing, donc voilà, j'avais certaines facilités sur ça. Mais après, derrière, ce qui était intéressant... du coup, tu avais certaines facilités. Du coup, ce qui a été important, c'était quoi? En fait, je pense que ce qui est important dans un projet, au-delà de l'idée, c'est de bien analyser le marché pour justement se conforter aussi dans cette idée. Se conforter avant tout, c'est vraiment de se dire ok, est-ce qu'il y a un marché, est-ce que demain il y a des gens des utilisateurs ou des clients, donc savoir si on va dans la bonne direction tout simplement ou pas. Ou pas. Voilà, donc c'est hyper important. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans la Startup Weekend, c'est vraiment qu'on est mis en relation avec des mentors. Ok. Donc des gens qui ont déjà des entreprises qui fonctionnent. Donc ça, c'est énorme aussi. Voilà, qui sont déjà passés par ces étapes-là et qui peuvent te challenger justement sur ton projet et sur ton pitch aussi. Parce que c'est aussi ça, il faut savoir être percutant en 3 minutes. 3 minutes. Pour ce Startup Weekend, c'était 3 minutes. Donc faut bien se préparer. Il faut bien se préparer. Et voilà, faut bien appréhender son projet aussi. Ok. Donc vraiment, alors identifier le besoin, j'imagine. Trouver des mots convaincants, j'imagine aussi. En tout cas, je pense que la préparation, elle est hyper importante. Voilà, donc je pense que c'est comme un peu tout. Plus on se prépare, mieux on est à l'aise, plus on est à l'aise dans ce qu'on va mettre en place. Bien sûr. Voilà, c'est un peu comme le sport, quoi. Donc plus tu t'entraînes, plus tu as de chances de pouvoir être performant le jour J, quoi. Donc c'est un peu ça. C'est un bon parallèle. Voilà. Et en vrai, c'est vrai que pendant les 48 heures, on a presque pas dormi. Donc on a vraiment bossé à fond, ouais. Il y avait quand même beaucoup de monde, donc on voulait pas trop se louper. Parce qu'après, tu pitches devant toute une assemblée. Voilà, c'est ça. C'était dans les locaux du Parc des Princes. Waouh. Donc ils ont vraiment fait ça bien. T'avais énormément de partenaires. Il y avait le directeur France de BNP Paribas, directeur marketing du PSG. Donc t'avais plein de beaux mondes. C'était vraiment un bel événement en tout cas. Ok. Voilà, donc du coup, ce qui est vraiment important pour son pitch, je pense, c'est vraiment la préparation. La préparation en amont pour vraiment appréhender le pitch et vraiment être à l'aise dans la synthétisation de son projet. Parce qu'en fait, son projet, on peut en parler des heures et des heures. Exactement. C'est vrai qu'un pitch, c'est comment synthétiser son projet. Aller droit au but en quelques minutes, que l'interlocuteur comprenne de quoi on parle, comprenne de quoi traite le projet en fait, et à quel besoin il répond surtout. C'est exactement ça. Donc ce qui est important aussi au niveau du pitch, c'est de se dire que si demain tu peux présenter ton pitch à un enfant et qui comprend ton pitch,
bah c'est que voilà là ton pitch il est clair, il est simple et il est précis, quoi. Et est-ce que le pitch de Ball & Connect a évolué dans le temps? Il évolue tout le temps un pitch. Je pense que ça évolue énormément parce que bah effectivement il y a des paramètres qu'on n'a pas en tête et qui évoluent justement au fur et à mesure qu'on développe le projet. Donc ouais, effectivement le pitch il évolue et il évolue aussi en fonction de ses interlocuteurs. Donc ce sera pas forcément, tu pitches pas de la même manière si c'est pour parler de ton projet à un associé ou que ce soit pour un investisseur et demander de l'argent. C'est exactement ça. Et aussi par exemple justement lorsque tu vas vouloir recruter des gens, bah tu leur pitches pas comme tu vas pitcher à un investisseur aussi. Donc exactement. C'est important. Alors là, on revient au Parc des Princes. Donc vous avez pas dormi pendant ces 48 heures. Presque, ouais. Voilà, il est temps de pitcher. Qu'est-ce qui se passe? Bah beaucoup de trac déjà. Ouais. Comme tout le monde, hein, je pense que après je sais pas comment gèrent les autres leur trac, mais c'est tout le monde a. Je pense que si t'as pas de trac, c'est que déjà t'es pas à fond, c'est que t'es pas motivé par l'enjeu. Donc ouais, je suis du trac, donc l'envie de bien faire, l'envie de bien présenter le projet. Et justement, est-ce que le fait que tu sois sportif de haut niveau, est-ce que ça t'a aidé à gérer ton trac? Parce que la gestion du stress, le trac et les enjeux et être performant au bon moment, ça c'est quand même quelque chose que bien sûr, je pense que comme pour tout le monde, je pense que le sport c'est une manière d'être bien, voilà, c'est un bien-être. Donc ça sert au quotidien, je pense. C'est des valeurs en tout cas qui servent au quotidien. La gestion du stress, il y a énormément d'éléments positifs dans le sport. D'où aussi notre intérêt d'entreprendre dans le sport. Je pense qu'il y a énormément exactement, de valeurs. c'est lié. Est-ce que tu as utilisé justement ça dans ton pitch? C'est-à-dire le fait que tu sois un sportif, enfin, est-ce que tu as... tu as vraiment raconté ton histoire? C'est comme ça qu'il commence. Le sport, ça a été quand même un vecteur qui a été important dans mon existence, qui m'a fait rencontrer énormément de monde. Voilà, aujourd'hui, j'ai des amis qui habitent dans le monde entier et je les ai connus grâce au sport. Donc du coup, voilà, c'est des choses qui sont importantes pour moi, en tout cas à mon niveau. Et donc tu pitches, tu passes en quelle position, à quel niveau, vers la fin, vers le milieu? Donc il y avait les 20 porteurs de projet, on passe vers la fin. Donc, on était genre le 16e. 15e. Ah ouais, donc le stress a bien le temps de monter. Il y avait des très beaux projets, donc il y avait vraiment des très beaux projets. Moi, j'aurais pas forcément misé sur moi. Donc ouais, non, il y avait énormément de projets. Donc clairement, c'était hyper enrichissant comme étape. Et en fait, même de rencontrer d'autres entrepreneurs, c'était cool. Il y a beaucoup de gens avec qui t'es resté en contact. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Donc ton projet, quelle est l'issue de ce pitch? Qu'est-ce que ça donne? Nous, on a un peu, on a un peu, comment dire, on a fait un peu de l'entertainment. C'est un peu dans le basket, c'est un peu la fibre du basket. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé avec un ballon de basket sur l'estrade. Voilà, donc que je faisais tourner sur mon doigt. Donc tout le monde déjà commençait à applaudir. Tu vois, donc c'était marrant. Oui, mais quand je te disais est-ce que tu as utilisé ton statut de sportif, bah oui, carrément. Carrément. Ça tout le monde peut le faire, même les enfants, mais je suis pas sûre de pouvoir faire tourner un ballon de basket aussi longtemps. Mais en tout cas, ouais, ça déjà nous ça nous a mis un peu à l'aise. Donc l'accroche. T'as direct bim. Je pense que t'es arrivé avec quelque chose de fort. L'accroche est hyper importante. Elle permet vraiment de faire entrer tout le public dans ton univers. Dans l'univers, ouais. Dans l'univers, voilà. Donc je pense que ça a été un élément aussi qui nous a attiré aussi potentiellement la sympathie du jury et du public pendant le pitch. Donc tu fais tourner ton ballon pendant 3 minutes et c'est bon? Non, c'est ça? Juste en arrivant, tu vois, donc dans la salle, tu vois, je faisais tourner le ballon jusqu'à ce qu'on nous présente. Et après, derrière, on a arrêté. Après, on a commencé le pitch. Ok. Voilà, donc, ce qui est important dans le pitch aussi, c'est aussi, quand on a un peu de temps, donc 3 minutes, c'est largement possible, de vraiment... On se rend pas compte, 3 minutes, c'est long ou c'est court? C'est court. Mais il y a possibilité de dire beaucoup de choses. Ouais. Quand même, il y a possibilité de dire beaucoup de choses.
Donc en fait, il faut vraiment insister sur le storytelling du pitch. Mhm. Donc c'est-à-dire comment en fait le projet il est arrivé. Je pense que c'est quand même des éléments qui sont hyper importants. Comment il est né dans ta tête, c'est ça? Bah c'est ça, et quelle est aussi comment dire, quelle est aussi la genèse du projet, et comment en fait la personne qui présente ce pitch a en fait une corrélation avec ce qu'il propose. Mhm. Ça c'est hyper important, et ça rend encore plus fort en fait le pitch. Voilà, demain. Donc tu avais toute ta légitimité. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'affinité que tu as dans ton projet, même s'il y en a, ils réussissent des projets alors qu'ils n'ont pas du tout d'affinité avec leur projet, mais la manière dont tu vas présenter les choses, amener les choses. Et les vivre aussi. Ouais, et les vivre vont permettre aussi d'être percutants. Et donc le pitch se passe bien. Il y avait combien de concurrents? On était 20. 20? Ouais, 20 porteurs de projet. Ouais. Et ton projet ressort? Bah, on est lauréat du coup. Lauréat, ok. Voilà, on est lauréat, donc il y avait plusieurs prix. Donc on fait partie des lauréats, et on a eu le prix spécial Startup Banlieue. Ok, super, bravo. C'est top. Et C'est une belle étape, même je trouve que ça a été hyper enrichissant. Donc ce qui nous a aussi poussé à continuer le projet. ok, donc là, tu remportes ce pitch, tu remportes le premier prix, on va dire. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, en fait, le prix spécial Startup Banlieue nous permet d'obtenir une incubation de 3 mois au Media Lab 9.3 ainsi que la Ruche, qui est le 20e. Ouais. Donc ces deux incubateurs-là sont associés sur justement ce qu'on appelle l'école du lab, et ce qui permet en fait justement à des entrepreneurs d'être suivis pendant 3 mois et d'avoir un accompagnement qui leur permette de faire évoluer leur projet, justement d'idée à entreprise. Hein, alors, toi, tu dis ça, là, comme si c'était tout ballot, tout simple. Mais je me pose un petit peu et je me dis, le mec, quand même, il est venu par un concours de circonstances parce qu'il a vu une annonce apparaître sur son Facebook. Il remporte le premier prix, le prix spécial. Ouais, le prix spécial, c'est pas le premier prix, mais c'est un accompagnement. En tout cas, ton pitch est salué. Tu remportes un accompagnement sur 3 mois. Et donc là, tu te dis concrètement, là, le pitch a changé le truc. Enfin, ça a rendu l'idée concrète, du coup. Ça a matérialisé c'est un peu le début de l'aventure. C'est ça. Concrètement, c'est exactement ça. Et je pense que ce qui est hyper important, au-delà du pitch, c'est en fait pitcher son projet, ça se fait tous les jours en fait. C'est-à-dire que demain, à ses amis, si on a une idée, faut la partager. Alors toi, tu es d'avis, oui, de ne pas hésiter à parler de ton projet. Voilà, justement parce que les gens vont potentiellement challenger, après il faut filtrer, mais ouais, effectivement ça permet aussi de renforcer son pitch. Et toi, justement, ces feedbacks ont permis de faire évoluer ton pitch? Ah, bien sûr, c'est-à-dire que déjà du premier jour où j'ai pitché un peu balbutiant le pitch, et à la fin justement qu'on a pitché devant au Parc des Princes, c'est vrai que il y a eu déjà une évolution énorme. Qu'est-ce qui a fait l'évolution? C'est la répétition ou c'est les feedbacks? Les deux. C'est-à-dire effectivement la capacité aussi à se remettre en question, qui est un peu une valeur aussi du sport, je trouve. C'est-à-dire que demain il y a des gens que tu connais pas forcément qui vont te permettre de te remettre en question sur ton idée, et aussi de t'ouvrir les yeux aussi sur la réalité du marché, parce que comme je l'ai dit par rapport aux 3 points que tu m'as demandé, toi tu rêves de certaines choses, mais est-ce qu'elles sont possibles, réalisables, voilà. Donc eux, ils vont aussi te donner ce côté pragmatisme, retour un peu sur terre, pour justement aligner tes envies et ce que tu as envie de faire avec ce qui est possible aussi. Et ces 3 mois d'accompagnement, d'incubation, qu'est-ce que ça t'a apporté? Écoute, ça m'a apporté plus de structure dans le projet, des locaux aussi, des locaux parce que et aussi un réseau qui te permet aussi d'avancer sur ton projet. Donc c'est des choses qui sont hyper intéressantes. Après, ce que je souligne par rapport à un incubateur, c'est qu'il faut vraiment l'utiliser.
C'est-à-dire qu'un incubateur, tu peux être pris dans un incubateur sans passer par un pitch et ne pas forcément optimiser toutes les ressources qu'on te met à disposition. Donc, je pense il faut saisir l'opportunité l'opportunité des gens qui t'entourent, qui peuvent te faire évoluer sur certains items que tu maîtrises pas, parce qu'en fait, effectivement, on maîtrise pas tout en fait. Alors, ce que j'entends, c'est très intéressant, c'est que tu dis que on peut passer à côté d'une incubation et que en fait, pour vraiment tirer profit de ce service, c'est vraiment être proactif, j'imagine. C'est ça. Et utiliser cette opportunité pour développer son réseau. C'est ça. C'est les 2 points. C'est tout ça. Et du coup, 3 mois, ça passe hyper vite. C'est exactement. Ouais, ça passe hyper vite. Donc du coup. T'étais au niveau de l'idéation et t'en es sorti à quel niveau de cet accompagnement à l'issue de ces 3 mois? En fait, comme ça passe hyper vite, on était toujours au niveau de l'idéation, on va dire. D'accord. C'est-à-dire, mais on a avancé sur plein de choses concrètes, notamment la création de la communauté. Ok, ça c'est hyper important dans ton projet, c'est même la clé de voûte de ton projet. Voilà, ce qui nous a permis aussi de crédibiliser le projet en soi. De montrer que en fait le projet il allait se concrétiser, et donc c'était un élément qui était quand même je pense important pour aussi fédérer les gens autour de nous, même si le fait d'être dans le basket et d'avoir une communauté basket, ça a aussi permis de faire en sorte que les gens ils écoutent aussi le projet. Alors, si on revient au sujet du pitch, tu es parti de ce pitch-là pour le décliner dans ta stratégie de communication, j'imagine. C'est-à-dire que ça a été un peu le début en fait, comme on a annoncé justement. C'est-à-dire qu'au début, moi j'ai commencé par mon premier cercle. Donc à dire que j'avais gagné justement ce concours. Et en fait justement j'ai profité de cet événement-là pour faire la transition sur donc Ball & Connect, sur les réseaux sociaux de Ball & Connect. Donc tu as commencé, est-ce que cet accompagnement c'était avec l'incubateur? Du coup ils vous ont un peu montré comment développer une communauté à partir de votre idée de base, c'est ça? C'est vrai qu'il y a des modules. Après on maîtrise tous un petit peu les réseaux sociaux. Ou pas. Et donc. Parce qu'après, il y a maîtriser les réseaux sociaux et se constituer une communauté et fédérer une communauté. C'est 2 choses différentes, effectivement. Mais en tout cas, pour le premier cercle, on les a rassemblés comme ça, dans un premier temps. Et effectivement, après, il faut maîtriser un petit peu pour rassembler une communauté. Le pitch, je reviens au pitch, c'est aussi un outil qui permet de demander des financements. Est-ce que toi, tu as été voir des investisseurs? Alors pas encore. En fait, nous déjà on a travaillé pendant limite 1 an, on n'avait pas de produit, donc on n'avait pas d'application. Donc ça veut dire qu'on a travaillé notre communauté sans produit, sans application. Donc on a maintenu une communauté sans produit, sans application. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets? Qu'est-ce que vous parliez de quoi? Excuse-moi, ma question est peut-être un peu bizarre. Et je pense que en fait c'est à mon avis, en tout cas de mon point de vue, lorsqu'on veut lancer quelque chose, c'est important de faire ce genre de démarche. Ok. En fait, tout simplement, on a posé des questions déjà, de vérifier le besoin, donc pendant la période d'incubation. Si je suis pragmatique, ça veut dire que tu as commencé à créer tes réseaux sociaux, tu n'avais pas de produit, tu n'avais pas de site internet, c'est ça. Mais tu parlais à des gens de ce que ça allait être, c'est ça? C'est ça. Tu présentais vraiment de la promesse du projet. Ok. Voilà, donc de la promesse du projet. Et après derrière, il a fallu aussi Mais la promesse du projet, mais t'avais déjà une vision, c'est ça? T'avais déjà une charte graphique, enfin t'avais déjà des éléments qui laissaient. Au début, j'avais pas grand chose, mais j'ai payé quelqu'un pour faire un logo, effectivement. Ouais. D'accord. Donc j'avais pas grand chose et on a très vite payé quelqu'un pour faire un logo. Et les échanges avec cette communauté qui se crée, c'est quoi? Donc tu poses des questions, mais en fait c'est un peu, on a clairement comme eux ils étaient vraiment
à l'origine du projet. Mhm. Donc ce qu'on a fait, c'est en fait on a travaillé en public, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, Ouais, c'est de la co-création, voilà, quoi. la co-création. Vraiment, on a vraiment misé sur ça. C'est-à-dire que quand on a créé le logo, on leur a demandé quel logo ils veulent. C'est-à-dire qu'on avait nous nos idées. Et après derrière, en interne, on se disait voilà, est-ce qu'on prend celui-là? On a dit on demande à la communauté. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça te permet de délivrer un produit qui répond vraiment aux attentes et qui colle aux attentes de ta communauté. C'est ça, on a commencé comme ça en fait. Mm. Du coup, après, pour maintenir la communauté, en fait, c'est vraiment qu'est-ce que ta cible consomme au quotidien, c'est-à-dire donc on parle de persona. Mhm. Donc voilà, donc faut vraiment être dans dans la psychologie De ton utilisateur, ouais, de ta cible. On va dire qu'on a la chance que nous on fait du basket, donc c'est un peu nous les personas du projet. Ça, c'est l'avantage. On va dire qu'on est un peu dans notre zone de confort. Donc du coup, on sait un petit peu ce que consomment les basketteurs. Donc on a commencé à communiquer pendant les 1 an, on n'avait pas de produit sur ces items-là, donc les terrains. Mhm. Monde entier, on a envoyé des photos de terrains du monde entier, donc on faisait découvrir les terrains de basket du monde entier. Donc vous voyagiez pour aller un petit peu à la découverte avant le Covid, bien sûr. On a voyagé, mais on trouvait des photos sur internet, voilà, donc vous faisiez des repérages comme ça. Voilà, des photos, on envoyait ça sur nos réseaux et donc on créditait les gens, voilà. Et on parlait aussi de l'avancement de notre projet. Mm. Voilà, on parlait aussi de l'avancement de notre projet et différentes thématiques liées aux basketteurs. Le basketteur, c'est comment dire, la communauté basket, elle a son univers. Donc elle a ses codes. Voilà, ses codes. Elle écoute certains types de musique. Voilà, donc elle s'habille d'une certaine manière. Voilà, d'une certaine manière. Voilà, c'est exactement ça. Mm. Donc on essaie de communiquer autour de ça pour maintenir cette communauté, la faire grandir. Oui, mais c'est une bonne idée, c'est une super bonne idée. Ouais. Et c'est ce qui fait que peut-être ça a été aussi un atout quand tu as lancé ta campagne de crowdfunding, puisque tu n'as peut-être pas pitché devant des investisseurs, mais vous avez fait une campagne de crowdfunding. C'est exactement ça. C'est ça. En fait, du coup, on s'est dit, est-ce que vraiment il y a un réel intérêt? Parce qu'en fait, on va dire que c'est une appli un peu de passionnés entre guillemets. Mm-hmm. Donc on voulait vraiment voir s'il y avait un intérêt de pousser le projet, sachant que ça demande beaucoup d'énergie, du temps et aussi d'argent. Donc du coup on s'est dit on va faire une campagne de financement participatif pour valider l'intérêt, l'appétence un peu du projet. Donc on a lancé fin 2019 une campagne de financement participatif sur Ulule. Mm-hmm. Et voilà qu'on a réussi en janvier. Parce qu'il faut savoir que une campagne de financement participatif, il faut aller jusqu'au bout. C'est soit tout ou rien. Voilà, c'est ça. Donc il fallait vraiment fédérer la communauté. Là, c'est là où vous avez vraiment dû booster c'est ça. Donc, l'engagement. Ouais, c'est exactement ça. Ça a été et pitcher, j'imagine aussi. Hein. Pitcher, et là, alors là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça s'est passé? En fait, et combien de temps elle a duré? Donc la campagne elle dure 45 jours. D'accord. Donc elle a duré 45 jours. Et en fait, comment ça s'est passé? En fait, on a fait un événement en amont de la campagne, donc pour le jour J de l'événement. Et donc du coup, avec des gens de la communauté basket qui sont hyper connus. Il y avait donc notamment Amadoun Sidibé. Ah oui, du quai 54. Voilà, donc plusieurs personnes. Les acteurs du basket, de l'univers basket. Qui justement ont fédéré la communauté autour de leur thématique. Par exemple, Amadoun autour du quai 54, du tournoi plutôt. Voilà, donc un autre autour d'un média basket. Voilà, donc tu avais un autre autour de l'art et du basketball. C'est bien parce que ça, t'aurais pu te dire c'est peut-être des concurrents ou je vais peut-être trop dévoiler mon truc et ils vont peut-être s'en inspirer. Mais au contraire, tu en as fait des partenaires et des alliés. Donc ça, c'est très malin. Ouais, je pense que c'est important. De toute façon, des concurrents, je pense qu'il en faut pour vraiment évoluer sur un marché. À part si on est vraiment disruptif.
mais des concurrents, c'est important qu'il y en ait. Et là, en fait, ouais, effectivement, moi, je les vois pas comme des concurrents, mais plutôt justement comme des gens qui animent la communauté, qui fédèrent autour du basketball. Et on a vraiment cette ambition de développer et de fédérer autour de toute une communauté. Donc, en effet, autant se faire des alliés et d'où l'idée de l'événementiel pour lancer la campagne, c'est ça, du coup? C'est ça. Donc, on a fait un event de lancement qui s'appelait Comment connecter la communauté basketball. Et donc, du coup, qui a réuni justement dans les locaux de notre incubateur. Donc, qui a réuni plus de 300 personnes. Waouh, c'est bien. C'était cool. Et donc, du coup, ça a débattu justement sur le fait de comment connecter à la communauté basketball. Et du coup, c'est génial parce que vous avez plein de feedback, vous, qui peuvent vous être utiles ensuite pour le développement de Ball & Connect. C'est ça. Et en fait, à l'issue de cet événement, on présentait justement on avait fait une vidéo de lancement de la campagne. On présentait du coup notre vidéo de lancement. Génial. Ça aussi, d'où l'importance. On voit bien que dans plusieurs cas de figure, on sera amené dans sa vie de porteur de projet ou de créateur d'entreprise, d'entrepreneur, à pitcher plusieurs fois différentes manières dans différentes circonstances. C'est ça. Et donc du coup, en fait, on a lancé la campagne et en fait, on pensait que les 300 personnes allaient nous donner, parce que l'événement était gratuit, allaient nous donner un petit peu d'argent pour la campagne, et ça n'a pas forcément été le cas pour tout le monde. Donc on s'est potentiellement mal organisé par rapport à ça. Mais ça vous a montré quand même que vous étiez apte et capable de réunir des gens, voilà, de mobiliser votre réseau et de mobiliser les gens autour de votre thématique. C'est exactement ça. Faut voir le bon côté. Et donc du coup, après, s'en est suivi 45 jours très intenses. Ouais, il paraît que c'est quelque chose de mener une campagne. C'est stressant parce que déjà on demande pas d'argent au quotidien donc aux gens, donc c'est stressant. C'est pas naturel. Et donc du coup, il faut vraiment activer tout le réseau. Chose qu'on n'avait pas faite avant. D'accord. Alors, en gros, on avait vraiment créé l'événement. On avait mis beaucoup d'énergie pour créer pour l'événement de lancement de la campagne, mais on n'avait pas mis assez d'énergie pour justement fédérer aux dons pour la campagne. Et qu'est-ce que vous auriez pu faire en fait? Qu'est-ce que tu penses, quelles actions vous auriez pu mieux mener? Du coup, en gros, une campagne de financement, pour ceux qui tenteront de le faire, il faut la gagner avant. Il faut la gagner avant de la faire. C'est-à-dire? Tout simplement, faut assurer, moi je dirais, pour pas être en stress, faut assurer 60% de dons avant. Limite avant. Avant le jour J, tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, faut pas se dire, ok, on va faire une campagne, on la planifie en mars, 1er mars, et se dire, le 1er mars, ok, on va commencer à demander. Limite, il faut... C'est-à-dire que si elle est le 1er mars, entre maintenant et le 1er mars... Tu commences à marteler ton message. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que tout son premier cercle, son deuxième cercle, te disent, ok, moi, je vais te mettre tant. Voilà, okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... partir en campagne un peu présidentielle, quoi. Voilà, c'est la même chose. C'est ça. C'est la même chose. En tout cas, pour les présidents, je pense qu'ils font comme ça. Les subventions et tout ça. Voilà, c'est ça. Qu'ils vont chercher les gens qui vont leur mettre de l'argent avant, je pense. Tu vois, mais bien sûr. Mais en faisant le parallèle, mais c'est clair. Je me dis, oui, carrément, en fait, c'est ce qu'ils font. Et donc. Voilà. Et nous, on n'avait pas d'historique sur la campagne, donc effectivement, c'était la première fois pour nous. Mais en tout cas, le conseil que je donnerais, c'est de gagner sa campagne avant de la faire, tout simplement. Et vous l'avez gagnée? Oui, on l'a réussi. Voilà. Oui, vous demandiez combien? On demandait 8 000 €. 8 000 €, ok. Donc, on l'a réussi une semaine avant. Ok. Voilà. Ah ouais, le stress était là. Hein. Le stress était là. Le stress était bien là. Le stress était palpable. Hein. Le stress était palpable. Voilà. On le ressent encore un peu. C'est vrai? Non, mais c'était il y a 2 ans. C'était une vraie épreuve. J'imagine. Une vraie épreuve, en tout cas, mais qui est quand même hyper enrichissante. Déjà parce que du coup, t'as
t'as énormément de gens que tu penses qu'ils vont te donner, qui te donnent pas, et Est-ce que tu peux prendre le seum du coup sur certaines personnes? Non, tu prends pas le seum, mais en soi, bah tu dis putain, ça montre aussi, voilà, certaines personnes, est-ce qu'ils seront là pour toi, voilà, quand t'auras vraiment besoin d'eux. Après, il faut jamais prendre les choses trop personnellement. Non, bien sûr, moi, je l'ai pas pris. Non, je l'ai pas du tout pris. Non, mais en règle générale. Ouais. Non, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, est-ce que il y a une autre campagne? Est-ce qu'il y a un autre financement? Est-ce que tu as prévu un pitch spécial investisseur? Écoute, le pitch, il se travaille au fur et à mesure. Là, justement, on a notre incubateur qui s'appelle Grand Paris Sport. D'accord. Sur lequel on est en train de travailler sur ces items-là. Est-ce que pour des financements publics D'accord. et privés aussi. Et est-ce que du coup, là, on est vraiment dans le sport tech. Est-ce que ça a un lien avec les Jeux Olympiques aussi? Est-ce que on a l'ambition. Ouais. Notre projet, en fait, la vision de notre projet, c'est aussi de demain potentiellement être un acteur, sachant qu'il y a 2 épreuves. Donc maintenant, le basket, il y a le 5 contre 5 et le 3 contre 3. Donc on a l'ambition potentiellement que notre application intervienne sur les JO, tout simplement. Ce serait canon. Et vous avez défini votre business model? Enfin, j'imagine que c'est en constante évolution, ça aussi. Ouais, on a défini notre business model. Il a pérennisé, et nous, nos premiers, notre premier objectif, c'est quand même de fédérer la communauté sur l'application. Ça reste vraiment le cœur de. Numéro 1. Ok. Et donc, comment on se nourrit de ça? Enfin, comment on en vit? Comment on vit, on a plusieurs. C'est la publicité. Voilà, on a plusieurs leviers, donc qui seront la publicité, le sponsoring, donc, via des marques, et aussi on a l'ambition de proposer un outil de réservation, donc de complexes privés. D'accord. Parce que maintenant, pour le basketball, il y a aussi les five de basket. Ouais. Et donc voilà, un outil de réservation, que ce soit pour les complexes privés ou pour les événements basketball. Et ça, tu le dis dans ton pitch? Est-ce que ça doit faire partie intégrante du pitch, le business model? Ouais, donc tout dépend de quel pitch tu fais. Donc voilà, quand j'ai présenté tout à l'heure, j'ai pas forcément expliqué le business model. Mais ouais, dans des pitchs un peu plus longs, effectivement, le business model, il va être important si demain on cherche des financements, quoi. Vraiment, oui, il faut l'avoir. il faut en tête, ouais. que le business model il soit quand même clair, il soit limpide. Ouais, il faut que ça soit pas une question, un sujet de doute, voilà, c'est ça, pour ton interlocuteur. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de questions, on va prendre quelques questions qu'on a reçues. Donc, j'ai une première question d'Anaïs qui est de Paris, qui demande comment réussir son pitch. Quelle est la durée courante d'un pitch, si je traduis un peu sa question. Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, le concours, il nous avait demandé 3 minutes. Généralement, c'est soit 3 minutes, soit 1 minute 30. Ouais, ça peut. Ouais, ça évolue. Voilà, après, faut en fait. Parce qu'à la base, le pitch vient du mot elevator pitch. Donc, ça veut dire qu'on peut pitcher, dire son projet, expliquer son projet, le temps de monter d'un ascenseur, en fait. C'est exactement ça. Idéalement, ça serait ça. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Sans aller jusqu'à tout au faux. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent dans le pitch. Donc, il n'y a pas de règle, en fait, c'est ça. Il y a quand même, pas des règles. Chacun, en fait, a la vision de son pitch. Mais il y a des choses qui se recoupent pour tous les pitchs. Déjà, le constat. Le problème. Le constat, la problématique, la cible. Ça, c'est des éléments qui sont importants. Ouais. Et comment tu réponds justement à cette problématique. Voilà, quel est le besoin auquel tu réponds. Une autre question. Alors, c'est Victor. As-tu pitché face à des investisseurs? Donc ça, on en a un peu parlé. Donc pas encore, c'est ça? Non, pas encore. Mais as-tu des conseils pour lui? Justement, il voudrait des conseils pour pitcher, pour demander de l'argent, en fait, pour lever des fonds ou voir un banquier. En tout cas, pour demander de l'argent. Des conseils. Moi, le premier conseil que j'ai, parce qu'il y a aussi le rêve du financement, de la levée de fonds. C'est ça. C'est déjà en fait qu'il faut pas attendre les levées de fonds pour faire des choses. Donc, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je disais, par rapport aux incubateurs, qu'il faut être proactif quand on a ces ressources-là à disposition. Mais en fait, si tu es dans ta chambre et que tu n'es pas capable de faire des choses en étant rien que dans ta chambre, en fait, l'argent ne va rien changer, en fait. L'argent va rien changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est en mode confinement. Il y a énormément de gens, je pense, qui réfléchissent à l'entrepreneuriat potentiellement. Exactement. Et donc, qui ont du temps. Et donc, si on n'est pas capable de proposer des choses sans argent, les gens ne nous donneront pas d'argent. C'est un peu ça. Ça veut dire que, en fait, quand on est face à un investisseur ou face à quelqu'un qui peut potentiellement nous financer, il faut être capable de montrer concrètement qu'on a déjà été capable de faire du chiffre d'affaires. Voilà, donc, ouais, le plus important, c'est faire du chiffre d'affaires. Après, si demain, tu vas voir une banque, là, ils vont pas forcément te demander de chiffre d'affaires, mais ils vont te demander potentiellement déjà de prendre un risque, entre guillemets, toi, personnellement, en ayant un apport financier, tout simplement. Donc, voilà, donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte parce qu'effectivement, on ne peut pas aller demander de l'argent si nous-mêmes, on ne prend pas de risque quelque part à un niveau que on peut ne pas avoir d'argent. Mais par contre, si on a fait les efforts, justement, en termes d'aller chercher du chiffre d'affaires, en ayant des indicateurs qui montrent qu'il y a une traction par rapport à son projet, demain, il y a déjà, on s'assure une certaine, un certain pourcentage de réussite quant à la levée en fonction du montant. Ça, c'est des choses après qui demandent. Mais voilà, dans un premier temps, si on n'est pas capable de montrer sa propre traction par rapport à son projet, c'est compliqué d'aller chercher des financements. Et vous, justement, la levée de fonds, les financements externes, dans votre roadmap, elle va intervenir rapidement. Donc là, en fait, on attendait aussi d'avoir notre application. Ouais. Là, vous êtes en phase bêta, c'est ça ? On est en phase bêta. Parce que c'était ça aussi qui demain va prouver qu'on a une traction, une belle traction, parce que c'était ça notre projet. C'est ça notre projet, le cœur de notre projet. Et là, j'ai vu qu'en décembre, vous étiez à 1000 bêta-testeurs. C'est ça. Comment vous les avez recrutés alors ? Du coup, je pense que c'est le fait d'avoir travaillé notre communauté avant. Il y avait ce sentiment d'attente. On a créé l'attente, en fait. Ouais. On a créé l'attente. Je pense que c'est ça c'est malin. Qui a fait que, en fait, demain, on avait déjà la communauté qui souhaitait le produit. Et qui l'avait presque designé avec vous. Donc, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un produit qu'on a réfléchi dans notre chambre tout seul. On est sur un produit qu'on a challengé auprès des gens qui vont l'utiliser derrière. Donc. Et ça veut dire que les bêta-testeurs pouvaient utiliser l'appli, pouvaient se donner rendez-vous, choisir un terrain ou organiser un événement. Là, depuis décembre, donc là, les utilisateurs peuvent justement télécharger l'application. Les bêta-testeurs, c'est ceux qui sont inscrits justement sur notre bêta-test, peuvent donc télécharger l'application, ajouter leur terrain, organiser des matchs. Ils peuvent tout faire sur l'appli. Et donc là, en fait, on est en train de travailler sur la solution parce qu'il y a des bugs, il y a des retours. Voilà, donc normal. On optimise justement avec eux notre application. J'avais noté une dernière question, c'était celle de Solène d'Aubervilliers qui dit « Je ne suis pas à l'aise à l'oral, je perds tous mes moyens. Comment convaincre dans ce cas-là » Ah oui, comment convaincre ? Oui, parce que si on perd ses moyens, on perd en crédibilité aussi. Donc, Alors, moi, j'ai envie de dire que c'est aussi les valeurs un peu du sport. C'est la remise en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain, elle perd ses moyens devant les gens, il faut qu'elle s'entraîne sur cet item-là. Nous, au quotidien, on s'entraîne. Par exemple, je sais que potentiellement, avec mon associé, c'est des exercices qu'on essaye de travailler sur son niveau parce qu'on a chacun, on est assez complémentaires sur plein de choses. Et effectivement, sur les items où on est moins à l'aise, on essaye de s'entraîner. Donc il y a des associations qui proposent des stages de prise de parole. Et aussi, je pense que plus on prépare son projet et plus on est confiant dans son projet, moins il y a de zones d'ombre, plus on est à l'aise à le présenter. Ouais. Donc du coup, c'est aussi, je pense, aussi le fait de bien travailler entre guillemets déjà son projet, de laisser le moins de zones d'ombre possible,
qui permettra d'être à l'aise aussi derrière sur son projet. C'est top. Alors, sur ce sujet du pitch dont on parle depuis tout à l'heure avec Aurélien Barrois, fondateur de Ball & Connect, c'est vraiment pour s'assurer un pitch réussi, vraiment bien travailler, bien préparer du coup tous les angles de son projet, bien les cerner, bien les verrouiller, bien connaître son projet. Ne pas hésiter à en parler régulièrement pour avoir du feedback et faire évoluer aussi son pitch. Et ce qui t'a aussi aidé, c'est du coup c'est la répétition en fait. C'est comme les sportifs, s'entraîner, répéter, itérer et c'est en faisant qu'on prend confiance. C'est ça. Okay. Exactement ça. On arrive presque au terme de l'émission. As-tu un dernier conseil, le mot de la fin à nos auditeurs? Ne pas s'empêcher de rêver, je pense que ça c'est important. Mm-hmm. C'est important et toujours donc toujours comme les sportifs, toujours avoir un objectif en tête. Et en fait, lâcher prise par rapport en fait à où on en est par rapport à cet objectif. Juste être dans l'analyse de cet objectif, de savoir où on en est pour pouvoir itérer et progresser vers cet objectif. Donc le mental du sportif. Hein, moi, franchement, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission sur le mental du sportif parce que il y a des parallèles avec le monde de l'entrepreneuriat. Il y a énormément de parallèles, je pense. Et je pense que même il y a de plus en plus de gens, je pense, qui se mettent au sport parce qu'il y a énormément de valeurs qui sont intéressantes, je pense, dans le sport. C'est pour ça que nous, en tout cas, on entreprend dans ce domaine-là. Et en tout cas, les valeurs dont tu parles sont vraiment celles qui sont à la base de ton appli. C'est exactement ça. C'est ce qu'on veut, c'est rassembler, fédérer, se dépasser. Voilà, donc le dépassement de soi, c'est des choses qui nous animent. Et voilà, donc c'est aussi ça. Moi, j'ai noté 3 piliers pour Ball & Connect, c'est la communauté, le jeu et la progression. Donc, on est vraiment dans il faut répéter, il faut s'entraider, il faut être dans le collectif et avancer. En prenant du plaisir. Exactement, faut pas l'oublier ça. Et où est-ce qu'on peut suivre et retrouver l'actualité de Ball & Connect? Alors, beaucoup sur Instagram, donc Instagram, LinkedIn. Donc c'est Ball & Connect, c'est @Ball & Connect. Voilà, c'est ça, @Ball & Connect. Et LNCONECT. Et l'appli est disponible sur les stores? Oui, elle est disponible pour les bêta testeurs et elle sera disponible en bêta public si tout se passe bien début mars. Mais merci beaucoup Aurélien Barrois de nous avoir accueillis ici à Station F dans tes locaux. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner.